Salut à tous, je suis Yurigon et aujourd'hui on retourne enquêter ensemble sur les origines méconnues de la série Kaamelott. Parce qu'encore une fois, même si la série créée par Alexandre Astier est aujourd'hui ultra culte et multi-rediffusée, le fait est qu'on ne sait toujours pas grand chose sur l'histoire de sa création. Il n'y a par exemple pas du tout de making-of pour les 4 premières saisons. Et après une première vidéo qui revenait sur les premières heures de la création de la série, on revient cette fois-ci sur le défi que celle-ci a pu représenter pour son auteur et ses équipes, mais aussi les enjeux qui entouraient le renouvellement de la série et les enjeux qui entouraient sa deuxième saison. Par contre, il me semble important de préciser que les images qui vont suivre, je les ai glanées au cours de ces 5 dernières années et que par exemple la plupart des interviews, elles ont été enregistrées dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'amateurs. Donc d'une image à l'autre, d'un son à l'autre, vous allez avoir des qualités complètement différentes. Je m'en excuse, j'aurais préféré qu'il en soit autrement et j'espère que ça ira pour vous. Avant de se lancer, un petit mot pour vous dire que cette vidéo soutient la campagne de financement participatif de la web-série héroïco-débilo-fantaisiste Brocéliande. Et si vous ne connaissez pas Brocéliande, c'est un projet qui en 2021 avait réuni toute une partie de la geekosphère française, de Chechounet à Benzaï, en passant par Guillaume, le roi burgonde de Kaamelott Bria, ou encore Seb du Grenier et beaucoup d'autres, et qui revient aujourd'hui avec de tout nouveaux épisodes, toujours autant inspirés par les classiques du genre, mais aussi des sources aussi diverses que les jeux vidéo ou la culture web. Ça dépasse l'entendement. Ok. Et qui seront produits via ce financement participatif que vous trouverez en suivant le lien qui s'affiche en haut de l'écran, mais que vous trouverez également dans la description de cette vidéo. Il y a plein de contreparties très cool pour ceux qui soutiendront le projet et ça sera l'occasion de retrouver encore plein de beau monde en train de faire les cons devant la caméra, avec notamment cette année la participation exceptionnelle de monsieur Tony Sabat, alias Hervé de Rinel, dans la série Kaamelott. De quoi? Désolé, excusez-moi, j'écoutais pas. Donc pour soutenir ce joyeux délire et soutenir la fiction sur YouTube, n'hésitez pas à vous joindre à l'armée de Brocéliande sur Ulule. Bref, dans la vidéo sur laquelle je revenais sur les origines et la première saison de Kaamelott, j'ai volontairement éludé certains éléments pour simplifier le retour sur les origines méconnues de cette série culte. Mais le fait est que la naissance de Kaamelott et les premières heures de la série sont très loin d'être idylliques, comme s'en souvient encore Jacques Chambon, l'interprète de Merlin dans la série. C'est une pression énorme quand même pour lui, c'est-à-dire qu'il était à la fois réalisateur, auteur, compositeur, il a finalement été monteur, comédien principal. C'était énorme, et avec cette espèce d'urgence permanente, parce que c'était une urgence pour tout le monde. On devait tourner beaucoup de minutes en peu de temps, parce que les journées étaient comptées. Alexandre, lui, il fournissait les épisodes pratiquement en flux tendu. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, il allait écrire les épisodes il allait écrire les épisodes de l'après-midi pendant la pause déjeuner, quoi. C'était fou, quoi. D'ailleurs, il a joué avec sa santé, je l'ai engueulé, mais... Ce qui se passe en réalité en coulisses, c'est que deux camps s'opposent, et si Kaamelott est poussé par certains producteurs, beaucoup n'y croient absolument pas. Il y a des gens qui sont sûrs d'avoir les recettes du succès, Voilà. et ils ne les ont pas. On regarde, on dit « Oh non, des trucs, c'est le premier bout de Kaamelott d'Alexandre », et ils disent « Non, en costume, et puis ce type d'humour, ça me... Bon, écoute, on est prêt, on va mettre ça 3 semaines, et puis après on mettra un truc bien. » Ce non-consensus va créer un certain chaos qui va se mêler à l'urgence de la production de la première saison, d'où vont émerger des situations très délicates, mais aussi, et heureusement, d'heureux accidents qui vont largement contribuer à la création de l'identité de la série. Par exemple, l'urgence et le non-consensus autour du projet vont permettre un truc complètement aberrant sur des programmes de cette ampleur. On laisse Alexandre Astier, l'auteur de la série, travailler sur Kaamelott sans avoir soumis la moindre bible de personnages à la chaîne. Non, je connais pas ce mot-là. Pour faire court, la Bible de personnages, c'est tout simplement un document professionnel qui permet aux producteurs et aux potentiels autres auteurs, et sur un programme comme celui-ci, les producteurs en général espèrent qu'il va y avoir plusieurs auteurs, bref, que tous les auteurs de ce projet puissent avoir toutes les infos dont ils ont besoin pour écrire ou imaginer des arcs narratifs que peuvent emprunter les personnages et l'impact que ces choix peuvent avoir sur les autres personnages. Et l'absence de cette Bible, elle se fait largement ressentir tout du long de la première saison au travers de certains petits éléments, notamment au travers de 2 personnages qui changent régulièrement dans leur approche. On a d'un côté Merlin, qui peut tout aussi bien être capable de faire des boules de feu ou de se transformer en chat, qu'il peut soudainement se montrer incapable de préparer efficacement le moindre sort. Au bout d'un moment, il est vraiment druide ce mec-là, ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con?
Je refuse de laisser penser que Merlin est incompétent. Il est juste pas à sa place, c'est tout. Et puis il y a évidemment Perceval, qui passe tour à tour du personnage sympathique et incompétent auquel on est habitué par la suite. Non mais, vous avez même pas sorti vos épées au moins une fois? Oh putain, les épées. Quoi? On les a oubliées là-bas. Que soudainement, un aventurier présent aux côtés de Arthur à chaque fois qu'il faut défier un dragon. On dirait qu'il se rapproche. Ou alors il s'éloigne. Et puis encore un épisode plus tard, il devient un abruti cruel et méchant. L'autre jour, on s'entraînait dans un champ à la catapulte. Il y en a un qui arrive, on lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Un aspect d'ailleurs sur lequel je reviens plus en détail dans cette vidéo. Probablement qu'entre le court-métrage et la série, il fallait être efficace et que sur la série, en cours d'écriture, il a dû rajouter des choses et il s'est dit que finalement ça correspondait moins. Ça évolue forcément au fil de l'écriture. Donc, Moi je te dis, je suis arrivé, on m'a dit tiens ça va être ton costume et on joue ça cet après-midi. Donc il n'y a pas eu de préparation, rien. C'est ça qui est génial. Et après effectivement, ça s'est enrichi au fur et à mesure que la série avançait, au fur et à mesure que l'histoire avançait. Encore une fois, l'absence de ce genre de document, c'est un pur accident de production. Mais c'est un accident de production dont peuvent se réjouir certains membres de l'équipe, comme par exemple Jean-Christophe Imbert, l'interprète de Caradoc. Ce qui est sûr, c'est que si Kaamelott avait été conçu de manière plus conventionnelle, et comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec une bible de personnages extrêmement précise et documentée, Perceval et Caradoc n'auraient pas été les mêmes. Franck et moi n'aurions pas pu correspondre. Mais même si de bonnes choses sont arrivées grâce à ce chaos, ça reste tout de même un moment extrêmement difficile à vivre pour les équipes, et notamment, et particulièrement en fait, pour Alexandre Astier, puisqu'il sait à ce moment-là tout ce qui se joue pour lui, et du coup, il se retrouve à travailler jour et nuit sur la série, au point de dormir dans une petite pièce sur les lieux mêmes du tournage. Je me souviens, Alexandre avait ça. Dans sa loge, il y avait un lit. Oui, il avait ça. Il avait un patelin. Enfin bon, c'était du camping quasiment, mais voilà. Mais... Donc il dormait, il écrivait les trucs, les épisodes au dernier moment, plus ou moins certains, parce qu'il crossbordait en fonction des décors. Donc Il a craqué physiquement à un moment. Je crois qu'il y a eu une interruption de tournage, mais très brève. Et puis il s'est récupéré juste en un week-end après, un dimanche, un week-end. Chapeau d'avoir réussi le truc, quoi, parce que il fallait. Et puis il a une personnalité solide, le garçon quand même. C'est-à-dire que personne lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Et après tous ces mois de travail, en réalité, lorsque la série sort enfin, dans un premier temps, c'est la douche froide. Comparé hâtivement aux Visiteurs de Jean-Marie Poiret ou encore au Sacré Graal des Monty Python, la série est d'abord mal reçue par les critiques et même le public. Parce que ça n'a pas démarré illico, c'est-à-dire que en fait, les gens ont été un peu déconcertés au début, je pense. Ça s'est pas enclenché tout de suite, le vrai succès, la vraie Kaamelott mania qu'il y a pu y avoir ensuite. Ça s'est pas enclenché tout de suite. Il y a d'abord eu je pense que les spectateurs de Caméra Café ont vu ça, ont été un peu étonnés. Le début a été mitigé, il y avait des critiques très dures parfois. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, cet univers-là, Heroic Fantasy, etc. Et il y avait effectivement cette comparaison avec Sacré Graal. Sacré Graal qu'ils n'avaient pas vu à l'époque. Et puis petit à petit, il y a d'autres gens qui sont arrivés, qui ont découvert, et c'est là que ça s'est mis à vraiment devenir ce que c'est devenu. Mais ça n'a pas été tout de suite. Ça a été, c'est comme un feu. Alors peut-être qu'il y avait un peu du bois humide, je sais pas quoi. Et puis d'un coup, ça a cramé, et ça a cramé puissant, quoi. Je me suis dit, ouais, ça a l'air de bien prendre, etc. Puis après, c'est vrai que ça a été exponentiel. Pareil, mais dans mon souvenir, ça commence doucement, puis ça commence à s'accélérer, puis après ça part, mais vraiment de façon exponentielle. Après, c'est inarrêtable le truc. Et c'est finalement au bout de la 2e semaine, ce qui à échelle télévisuelle s'avère être une véritable éternité, que la série rencontre enfin son public et obtient la confirmation de son renouvellement. Un moment que l'auteur fatigué n'arrive même pas à pleinement apprécier, comme l'explique à nouveau Jean-Christophe Imbert. On n'a rien vu venir, Kaamelott ça a été un tunnel de travail. Évidemment, on a su que ça marchait, on recevait les comptes rendus d'audience, on nous disait 4 millions de spectateurs, etc. Mais quand on bosse comme ça sur une série, c'est vraiment très dur de s'en rendre compte. Par exemple, quand la diffusion a commencé, nous, on avait déjà la tête dans la conception de la 2e saison. Et il dit, M6 vient d'en acheter 7 fois 100. 7 de saison. Ils étaient partis. On dit, putain, mais alors on dit à Alexandre, putain, il va falloir que tu en écrives 700. 700 fois 3 minutes 30. Et lui, il dit, oui, ça va faire du boulot, hein, c'est sûr, mais bon, t'es content. C'est pas pour tout de suite, mais il va falloir terminer cette session, montage, machin, diffusion, et puis penser à la suivante, et puis penser à la suivante.
Et lui, il écrit tout son truc. Et dans sa tête, il a déjà toute l'évolution de son personnage, toute l'évolution de son monde. Après, en revanche, on a senti la différence entre la première et la deuxième saison. C'est-à-dire que, pour le coup, sur le plateau, la première saison, on n'était pas attendu. Je pense qu'Alexandre devait avoir une pression de malade, hein, je ne parle pas de ça. Mais là, globalement, entre la saison 1 et la saison 2, sur la saison 2, on sait qu'on est attendu quand même. On sait que ça marche, on sait que... Donc, il y a un peu plus de stress, je pense. Il me rappelle, j'y vais avec grand plaisir. C'était vraiment, voilà, beaucoup d'émotions aussi. Hein. Ça faisait un peu peur, hein, pas pour moi en tout cas. Hein. Et de savoir qu'ensuite ça allait enchaîner, c'était super. Ouais. Et cette deuxième saison validée va marquer les vrais débuts de Kaamelott tels qu'on la connaît réellement aujourd'hui. Les personnages principaux et les différents chevaliers sont maintenant bien identifiés du public et sont tous de retour, mais c'est aussi le retour de personnages secondaires d'ores et déjà en passe de devenir cultes. Oui, c'est une surprise. Enfin, une surprise et non, puisque à la fin du tournage de mon épisode de la première saison, il me dit « Je vais essayer de réécrire pour ce personnage. » Mais moi, je ne connais, encore une fois, je le répète, je ne connais pas Alexandre Astier. Il y a plein de gens comme ça, charmants, qui disent « Ouais, on va faire plein de choses ensemble » et qui me rappellent jamais. Et bien, Alexandre Astier n'est pas comme ça. Il y a une certaine fidélité, enfin, une vraie fidélité. Et il me rappelle véritablement, et il me rappelle lui-même au téléphone. Il me dit « Voilà, écoute, j'ai réécrit un truc, est-ce que tu... » Et puis, c'est le genre de garçon qui dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Non, j'en ai rien à faire d'entendre. » Donc, évidemment que ça m'intéresse. Et je refais encore une fois un deuxième épisode, mais là, c'est la consécration. Je suis face au roi Arthur, tout seul. Interprète. J'ai travaillé un petit peu avec des anglo-saxons, et c'est vraiment leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui est là. C'est que même si tu as juste une phrase de 3 mots à dire, même si tu es juste un passant dans la rue, là, il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit parfait. Et tout le monde est parfait. Et tout le monde est traité au même niveau. Au même niveau de respect. Voilà. Et après, les fans s'emparent de ça. Ils disent, oui, ce personnage est à part. Il y a des personnages peut-être plus importants qui ont moins marqué. Et ça, vraiment, on est totalement... On ne sait pas pourquoi. Et je trouve ça formidable. Mais je pense vraiment toujours que ça part de l'écriture, du talent, de mettre en valeur quelque chose qui est finalement petit. C'est-à-dire que tous les personnages sont importants. Il a raison parce que... ça m'arrache la gueule de le dire. Mais il a raison parce que même les petits rôles, comme Attila, la paix sur lui, et d'autres, les gens s'en souviennent toujours. Parce qu'ils ont été extrêmement marquants, parce qu'ils ont été très bien interprétés, très bien castés, et très bien écrits. Donc, ils marquent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... Oui, non, c'est très juste. Très juste. Ça l'inspire. Il faut savoir pourquoi. La réponse à pourquoi il y a autant de personnages dans Kaamelott, c'est que ça l'inspire. Ça l'aide à écrire, ça l'aide à avancer dans l'intrigue, etc. Et puis au-delà du roi Arthur, de sa cour et de ses ennemis, cette saison 2, c'est aussi et évidemment l'apparition de nouveaux récurrents qui vont eux aussi bien marquer les esprits. Permettez-moi de vous présenter mon frère, Cadoc. Respect. C'est une escroquerie mon truc. Hein. J'ai dû faire 10 épisodes sur les 300, ou je sais pas combien. Mais en tout cas, pim, ça fait mouche, parce que c'est chaque fois que je sors une phrase, parce que c'est une flèche, quoi. Pouf, ça sort comme ça, et ça se retient vachement facilement, et ça... Mais moi, ça me va très bien. Hein. Elle est où la poulette ? Pour ce qui est de la conception et de la réalisation même de la série, Alexandre Astier, lui, n'est plus obligé de faire équipe avec François Guérin, comme c'était le cas lors de la première saison, où cette mise en image partagée avait même parfois un petit peu déstabilisé certains des acteurs. Mais alors moi, justement, par rapport à ça, j'étais pas perdu, mais il y avait vraiment une réalisation, je suppose, plus technique, qui est primordiale, hein, de la série, et Alexandre dirigeait directement les comédiens. On voit Arthur, alors d'une façon très très sobre et très très juste, mais il vous donne la réplique comme on dit, et en même temps après il dit voilà, un peu plus, un peu moins, où il laisse aller.
Il a un peu comme une vision de compositeur-arrangeur aussi, si je fais une analogie avec la musique, c'est-à-dire qu'il a vraiment, une idée du résultat avant de le faire. Et tout autre avis, la plupart du temps, c'est une interférence en fait, parce que il sait ce qu'il veut. Il le sait déjà en amont un petit peu. Alors effectivement, il y a des imprévus, etc., qui construisent aussi. Moi, depuis le début, j'ai compris qui était le patron. Donc, je me suis fié à lui. Point. Et que c'était son projet. Et moi, du moment que ceux qui sont derrière la caméra, derrière le micro, qui font les lumières et tout ça, ils ne se mordent pas les lèvres en se disant qu'est-ce qu'il fout là, c'est que tout va bien. Et enfin libéré dans sa réalisation, Alexandre Astier va même essayer de pousser un petit peu les limites de ce qu'il était encore possible de voir jusque-là, dans ce qui n'était encore considéré que comme une simple shortcom d'Access Prime Time. Avec des trucs, avec du texte, avec des moments, des choses qui sont contre tout ce qu'on disait, qu'il fallait que ce soit cut, qu'il fallait enchaîner le montage hyper rapide. Non, on prend le temps, on joue la situation à fond. C'est exactement contre tout ce qui était dit, et ça fait un carton. C'est ça que je trouve génial. En plus, c'est une bonne leçon pour tous les cuisiniers de l'audiovisuel qui pensent que les recettes, voilà. Ça, je trouve que c'est une bonne leçon, quoi. Il a même dans la tête de se dire, mais je verrais bien, déjà, je pense, en faire un film, mais par la suite. Du côté de l'écriture, c'est durant cette saison que la série propose pour la première fois et à plusieurs reprises d'importantes ruptures de ton, avec par exemple Arthur qui annonce très clairement sa mélancolie. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Oui. Lancelot qui présente les premiers signes de son opposition à Arthur. Et je vous emmerde! Et même dans l'humour se cachent désormais, de ci de là, des éléments annonciateurs de temps bien plus sombres. Cette nouvelle saison s'ouvre par exemple sur un épisode qui annonce que la mort, à chaque instant, est un élément ordinaire de la vie à Camelot. À partir de ce jour, nous adresserons une prière hebdomadaire à la mémoire de nos regrettés camarades tombés au combat. Y a rien à prier, on se souvient pas des mecs de toute façon. Et même des épisodes qui peuvent paraître a priori un petit peu anecdotiques cachent des thèmes bien plus sérieux, comme par exemple La Quinte Juste, qui, sous ses airs de leçon de solfège, annonce en réalité déjà les siècles d'obscurantisme que certains religieux vont imposer sur l'art. Quand on revoit cette deuxième saison aujourd'hui, il y a un truc assez évident qui commence à apparaître, c'est qu'on voit bien que Alexandre Astier, il a déjà un plan de ce que va devenir Camelot par la suite. Et même dans un sens, cette deuxième saison, c'est presque la vraie première saison de la saga Camelot telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et du coup, pour s'en assurer et assurer la continuité, l'auteur demande à l'acteur Tony Sabat, qui incarne Hervé Dorinel dans la série, de devenir également le documentaliste de Camelot. Par contre, je sais pas vraiment ce que ça veut dire non plus. Et alors je lui réponds, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi tu prends pas un thésard un type qui a bossé sur la période pour de bon, tu vas voir, ça allait beaucoup plus vite. Il insiste une fois et je dis bon, ok, d'accord. Non mais c'est pas grave, on continuera les roulements. Et ce qu'il m'avait demandé, c'est j'ai pas le temps de me relire, tellement j'ai une charge de travail tellement énorme que j'ai pas le temps de me relire, et parfois ça me manque. J'aimerais savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait dans tel ou tel épisode, etc. Moi, je serais vous, je lancerai des recherches. J'ai fait ça sur les 3 premières saisons. Ensuite, ça a changé de format, c'était plus utile. J'étais employé dans les bureaux de Calt, salarié en tant que documentaliste. Si c'est ce que je crois, ça pousse plus au sud. Et documentaliste, il avait besoin que alors à la fois parfois de recherche ponctuelle, historique, et en même temps, je rédigeais un petit ouvrage technique. Alors, la table des matières, il y avait tous les lieux, une carte de l'endroit, le royaume de l'ogre, de tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est l'île de Bretagne. Il y avait un arbre généalogique, donc tous les personnages. Alors, j'avais pas fait de feuille de personnages, mais il y avait tous les personnages étaient présents, recensés, leur moment d'apparition, etc., etc. Mais attendez, c'est pas vous qui êtes assis là, normalement, aussi? Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Alors, politique intérieure, relations extérieures, tous les faits d'armes, tous les faits politiques, tout ce qui était dit sur la politique du royaume, etc. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? J'avais d'autres chapitres que j'ai pas révisé avant de venir, je suis désolé, et puis ça fait très longtemps que je n'étais pas ouvert, 15 ans. Je me souviens que j'avais fait un chapitre comestible. Il y en a un, il m'a dit qu'il préparait un chou farci. Évidemment, tout ce travail acharné ne fait en réalité qu'amplifier la fatigue de l'auteur. Et même si la deuxième saison est à nouveau un succès, comme la première, cela dit, il sait qu'à partir de là, les équipes n'auront que quelques semaines de repos avant d'enchaîner avec le tournage de la 3e saison. 3e saison, durant laquelle il prévoit d'ailleurs d'ores et déjà de faire encore évoluer sa série et désormais de lui faire amorcer sa narration feuilletonnante. Voilà, ça a encore été beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de plaisir de pouvoir partager avec vous cette histoire méconnue de la saison 2 de Camelot.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire dans les commentaires et puis à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme tant qu'on peut encore le faire, comme liker, commenter, partager, vous abonner et puis sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.